Plateau Pedro Inicia Ruiz, bonsoir monsieur. Vous êtes représentant en France du PSOE, c'est-à-dire le Parti social ouvrier espagnol. Racontez-nous ce qui se joue actuellement en Espagne. Y a-t-il des débuts de polémiques politiques qui arrivent, d'impréparation? Tout d'abord, je veux que mes premières pensées, ce soit pour les victimes, pour les familles des victimes. C'est une situation tragique. Vous l'avez dit à juste titre, c'est l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de l'Andalousie et l'un des plus importants de l'histoire récente de l'Espagne. Je pense qu'une fois que la tragédie passera, ça sera le temps de déterminer quelles sont les responsabilités politiques. Mais aujourd'hui, tous les responsables politiques doivent être à la hauteur. Déjà, le gouvernement de l'Espagne a mis à disposition de la région plus de 200 militaires, 70 véhicules, des hélicoptères légers et des hélicoptères lourds, et aussi la Légion, dont des militaires qui sont prêts à aider la région d'Andalousie. Pensez pour les victimes. Est-ce que vous savez, monsieur, on parle de touristes britanniques, mais on évoque aussi la possibilité de touristes français. Est-ce que ce bruit est arrivé jusqu'à l'Espagne? Effectivement, on a entendu parler des touristes français qui pourraient aussi être présents. Évidemment, on ne peut pas donner des informations sans savoir prudence. Effectivement par prudence, mais nous savons que c'est une zone très fréquentée par des touristes. Il y a des touristes anglais, des touristes allemands, des touristes français. Donc je comprends bien la détresse qui doit arriver maintenant aux familles des personnes qui ont été portées disparues et à tous les moyens qui sont mis en place pour pouvoir les aider. Il faut rappeler les chiffres quand même. L'année dernière en Espagne, il y a 300 000 hectares qui ont brûlé. On a entendu tous les représentants des partis politiques dire plus jamais ça, on va tirer les leçons. Et là, ça recommence. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a été coupable d'inaction? Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'on ne peut pas pleurer une fois que les conséquences arrivent encore et encore et encore. En Espagne, selon notre constitution, la prévention et extinction d'incendies, ça appartient aux régions. Il y a beaucoup de régions, comme c'est le cas de l'Andalousie, gouvernée par la droite et l'extrême droite, où il y a des personnes, des responsables politiques qui continuent à nier les changements climatiques. Ça fait un mois, il y a les pompiers de l'Andalousie qui disaient qu'il manquait des 300 effectifs de plus, des moyens matériaux de plus pour l'extinction d'incendies. Aujourd'hui, on se retrouve avec les conséquences et c'est triste. François, on sait que le roi a pris le temps de faire une minute de silence, qu'il a prévu de se rendre à Los Gallardos. Est-ce que vous pensez que ce drame va servir d'électrochoc pour aller plus loin dans l'adaptation au changement climatique? Pensez qu'en Espagne, dans les années 70, il y avait 2 jours de canicule par an. À l'heure actuelle, il y a plus de vent. 70% du territoire espagnol est un risque de désertification. J'espère que les drames ne devront pas nous frapper si fort pour que l'ensemble de la population puisse prendre conscience de cette crise climatique et de comment il faut la combattre. Oui, très rapidement. On a entendu cet homme dire « Toutes les nuits, je ne pense qu'à ça ». Est-ce que votre pays est traumatisé par la fulgurance de ce feu qui a fait un bilan atroce, 12 morts déjà? Il y a toute une population qui est frappée. Ce n'est pas que la population qui est touchée en Andalousie, mais l'ensemble de la population espagnole. Cela nous est arrivé droit au cœur. Mais je veux saluer aussi la solidarité de l'ensemble de la population qui a ouvert les portes des maisons, qui a essayé d'abriter les autres comme ils l'ont pu, chacun en fonction de leurs moyens, parce que la solidarité est toujours au cœur de la réponse en Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On parle de personnes qui ont été prises, piégées dans leur voiture, qui sont mortes dans leur voiture, des personnes qui sont parties à pied. Que s'est-il passé pour qu'il y ait 12 morts? Il faut rappeler tout d'abord qu'il faut suivre les consignes de sécurité, même si dans des situations pareilles, c'est extrêmement difficile. On sait qu'il y a la Guardia Civile, donc l'équivalent des gendarmes, qui est passé pour prévenir dans certaines zones qu'il fallait partir et dans d'autres qu'il fallait s'abriter chez eux. Malheureusement, on sait qu'il y a eu un groupe de personnes qui est sorti contrairement à ce qui avait été indiqué par les autorités et qui sont allés dans un chemin qui n'avait pas de sortie. Donc d'ici, on doit dire aux citoyens, et la France aussi, elle brûle, qu'il faut suivre toujours les consignes des autorités. Est-ce que les consignes étaient dans la bonne langue, puisque ce sont principalement des touristes britanniques qui sont morts, et je crois des Belges aussi. On parle peut-être de Français même parmi les victimes. Est-ce qu'ils ont pu avoir l'information dans leur langue? Je sais que les forces de sécurité dans les endroits concernés sont sensibilisées avec la réalité de la population qu'ils ont. Après, on n'a pas les détails sur ce qui s'est passé concrètement pour pouvoir les aider à sortir ou à rester chez eux, mais on peut
peut se dire que les forces de l'ordre en Espagne, ils ont fait de leur mieux pour pouvoir aider à nos concitoyens. Ça marche et je pense qu'on doit être sérieux et honnête intellectuellement sur ces débats. Évidemment, pour arriver à cela, il y a d'abord tout un tas de mesures qui ont été mises en place. Avant d'arriver à ces congés climatiques, il y a un droit au télétravail. Quand il y a une alerte rouge, c'est la propre entreprise qui met en arrêt les travailleurs. Mais après les congés climatiques, depuis 1 an et demi, ça a fonctionné très bien. C'est vrai que pendant les 4 premiers jours, c'est les entreprises qui prennent 100% de la charge. Mais après, si ça continue, c'est l'État qui prend en charge. Et je voudrais dire quelque chose parce que j'ai entendu dire que peut-être il y aurait des fraudeurs chez les ouvriers. Et je veux vous dire que c'est pas ni les maçons, ni les ouvriers, ni les gens qui sont dans les milieux de l'industrie qui vont frauder. Si vous voulez chercher un fraudeur, il suffit d'aller à la course présidentielle et demander à la délinquante qui veut devenir président de la République. Mais monsieur, juste une question, parce que vous dites c'est les 4 premiers jours, c'est pris en charge par l'entreprise et ensuite c'est l'État qui prend en charge. Donc il n'y a pas de limite. Si par exemple il y a 30 jours de canicule sur l'ensemble de l'été, l'État prend en charge 26 jours. Les travailleurs, on parle d'un risque extrême dans un moment ponctuel. Donc, ils passent au chômage partiel pendant un petit moment. C'est tout scientifiques qui ont amené à ces chiffres, qui n'est pas arbitraire du tout, disent que ces sommet extrême de crise climatique peut durer entre 48 et 96 heures. C'est pourquoi on a parlé des 4 jours et après que l'État prend en charge. Ce n'est pas une canicule qui va faire que les gens restent chez eux sans travailler. Il y a tout un tas de mesures qui a été mis en place. Et dans l'Espagne, on a démontré que quand on se met du côté des travailleurs et on met la vie devant des autres questions, c'est tout le monde qui gagne. Je crois que là aussi, l'Espagne est assez avant-gardiste puisque la ville de Barcelone ouvre presque à toute la population des refuges climatiques là aussi. La ville de Barcelone est en train de changer grâce à un maire socialiste, Jaume Collboni, qui est en train de végétaliser les espaces, d'ouvrir les espaces publics, de parier sur la transition climatique. C'est toute une politique d'État, c'est toute une politique de ville. Si on veut changer nos villes, comme il fait le maire socialiste de Barcelone, il faut parier très fort pour la transition écologique. Je sais que ce n'est pas des mesures qui vont avoir une réponse le lendemain, mais la vraie politique, c'est celle qui pense au moyen et au long terme. On a tout climatisé. En Espagne, c'est vrai qu'il y a une grande partie de l'Espagne qui est climatisée, surtout dans des zones qui sont très arides. Mais il y a aussi toute une stratégie pour essayer de végétaliser et de cheminer vers la transition écologique. Et je voudrais dire un truc ou quelque chose comme enseignant de ces pays. On parle des solutions avant la mesure de M. Brossa, qui sont des mesures d'urgence qui peuvent aider dans les moments où quelque chose de grave se passe. Mais personne ne pense dans ces pays. On a l'impression des hôpitaux publics où les gens étaient dans des conditions lamentables. Moi, je disais, je suis enseignant. Vous êtes conscient de comment les élèves de la France ont passé le bac? J'ai des élèves à moi, des gens que je connais, qui se sont évanouis pendant les épreuves. Il y avait 35 degrés. Mes collègues, il y avait des collègues qui faisaient passer l'oral dans les parkings du lycée, dans les parkings en bas. Donc, c'est une réponse d'urgence qu'on fait dans le moment, mais il faut des politiques à moyen et à long terme. Et la France, comme l'Espagne, doit prendre acte. Mais il n'y a pas l'exemple espagnol. Anthony, c'est presque devenu un exemple. On voit beaucoup de politiques faire le déplacement en Espagne, justement, pour apprendre de ce pays qui est très avant-gardiste. Vous êtes content, là. Je sens que mais la France vous levez les... Mais c'est vrai qu'ils sont avant-gardistes. Je pense que c'est important, déjà, de travailler ensemble. Vous savez que l'Espagne est la frontière désertique de l'Europe. Donc, la désertification commence par l'Espagne, mais va arriver à toute l'Europe. Donc, les pactes verts européens est une nécessité. Ce n'est pas une question de l'Espagne, de l'Italie ou de la France. C'est une question à l'échelle européenne. Merci à tous d'avoir débattu.